Depuis quelques années, en France mais aussi ailleurs, on entend ça. Alors pour mieux vous connaître un petit peu, qu'est-ce que pour vous un Français dit de souche? On va dire qu'un Français de souche dans l'esprit des gens, c'est quelqu'un qui est soit français depuis des générations, soit au moins originaire de l'Europe chrétienne, on va dire. Et quand on oppose le Français de souche au Français de branche, c'est souvent pas la plus longue présence en France qui fait la différence entre le de souche et le de branche. C'est plutôt ce lien à blanc catholique. Les Français de souche sont les Français d'origine. La France n'est pas née hier, et jusqu'à une date récente, elle n'a pas connu d'immigration. Ramadan reprend, il est très malin Ramadan, il reprend le vieil argument d'SOS Racisme des années 80, nous sommes tous des immigrés, qui est un mensonge. La France est justement le pays de petits paysans qui n'ont pas bougé de leur clocher pendant 1000 ans. Les dernières vagues d'immigration, c'est le 9e siècle. Attends. Avec les Vikings, et c'est quelques milliers de personnes, il ne faut pas oublier. L'invasion arabe, c'est quelques milliers de Berbères. Il y avait la supériorité symbolique du Français de souche, que moi je défends et qui a été détruite, et donc qui a causé la catastrophe d'aujourd'hui. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom Parce est que une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte. Vous me laissez à la parler. France. La France n'est pas une Mais terre je vais vierge. entendre combien de La fois. France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais. Avec une histoire, avec un passé. D'accord. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. D'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous Ok. plaise. Mais Vous je attaquez, suis- lorsque vous dites à quelqu'un ton prénom est une insulte à la France, c'est extrêmement violent pour la personne parce que le prénom c'est notre première identité. Et ben D'ailleurs c'est un justement. prénom qu'on n'a pas choisi, que Et les ben parents nous ont donné. justement. C'est la France de Zemmour, mais Non, c'est pas pas du la tout, France. c'est la France depuis toujours. Mais ça veut dire quoi la C'est France depuis parce toujours que c'est la France depuis toujours, Elle ne avec s'est une pas- règle établie par Bonaparte, qui a été respectée par tout le monde, par tous les républicains, par Léon On Blum, s'en fout, par il le y a plein général de de Gaulle. règles qui Moi, ont je m'en été fous pas. établies, Ah, c'est marrant, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Ah, Ces c'est règles. moi je regrette qu'elle ait été abolie. Voilà. C'est la célèbre phrase du général de Gaulle. La France est avant tout, et quand même avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Il y aurait d'un côté des Français de souche et de l'autre des Français qui ne le sont pas, comme des Européens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, de souche, et les autres qui ne le sont pas. Mais c'est quoi être de souche ? C'est celui dont tous les ancêtres étaient là avant 1850, en première définition. Au sens strict, un Français de souche, c'est celui dont les deux parents étaient français eux-mêmes. C'est un Français qui est donc français comme la plupart des Français, de reste, par le jus sanguinis, le droit du sang. À l'origine, le peuple français est issu d'un synécisme, ou si vous préférez, d'une synthèse ou d'une fusion, entre trois peuples d'origine, les Gaulois, les Romains et les Germains. La France est issue d'un synécisme celto-romano-germanique. La France est véritablement une nation, et encore une préfiguration de nation, que depuis le XIe siècle. Avant, c'était encore un ensemble relativement hétérogène. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis Français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. D'accord. Ah, donc être Français de souche, c'est être métissé entre trois peuples. Enfin non, c'est un synécisme, pas un métissage. Donc c'est la fusion entre trois peuples, un métissage quoi, les Gaulois, les Romains et les Germains, mais de race blanche ou caucasoïde, qui n'a pas changé le caractère national du peuple français. Mais Henri, ces trois peuples-là, les Germains, les Romains et les Gaulois, ils sont nés comme ça, tout blancs, blonds, aux yeux bleus? Et si de nos jours on se mélange à des peuples beaucoup plus éloignés, alors qu'à l'époque on se mélangeait entre peuples voisins, est-ce que ce ne serait pas parce qu'à l'époque il a fallu attendre des milliers d'années pour faire le tour du monde, alors que maintenant on le fait en quelques jours? Donc si je résume, être français de souche, ça veut dire être issu de la fusion de trois peuples blancs, être né sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France,
entre la période de 1350 et 1850. Mais avant la France, il y avait quoi? Représentons par une flèche du temps l'apparition sur Terre de l'être humain, Homo sapiens, il y a plus de 3 millions d'années, attestée par la découverte d'outils jusqu'à notre époque. Mettons quelques dates importantes des mouvements de population en France. Celles-ci vont nous donner une idée de l'échelle de grandeur durant l'histoire et la préhistoire. Ici se situe le passage à l'an 2000. En 1789 eut lieu la Révolution française contre la royauté. Les Gaulois occupèrent la France de l'an 80 à l'an 46 avant Jésus-Christ. Avant eux, les Celtes entre l'an 450 et l'an 45 avant Jésus-Christ. La présence de l'homme de Néandertal est attestée depuis 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et finalement, les premières traces d'Homo sapiens, visibles par la présence d'outils, remontent à plusieurs millions d'années. Donc, Henri, pour toi, la France qui était mieux avant, la France qui doit rester éternelle, c'est ça? Avant et après, c'est pas la France, c'est plus la France? Français, je vois à peu près assez bien, mais alors de souche, je vois pas du tout. Qu'est-ce qu'on entend par un Français ou un Européen de souche, sachant que quand même l'Europe, donc la France, s'est peuplée depuis la préhistoire par vagues successives, et en même temps aussi avec des déplacements internes à l'échelle de l'Europe, au-delà de toute frontière politique. On aime bien donner un nom, les Celtes, pour quelque chose qui est, d'un point de vue géographique, relativement grand sur l'ensemble de l'Europe, mais c'est quand même, il y a très peu d'unités. Voilà, les premières migrations avec les populations les plus anciennes, Homo erectus, mais qui restait vraiment dans le sud de l'Europe. Après, on a eu l'homme de Néandertal sur l'ensemble de l'Europe, et puis bien sûr l'homme moderne, qui sont arrivés tous depuis l'Afrique avec différents chemins. Et aujourd'hui, on se demande encore quelquefois par quel chemin ils ont passé, avec certaines découvertes relativement récentes. Mais enfin voilà, c'est quand même différents peuplements diversifiés qui se sont faits de manière successive à des milliers d'années, il y a des milliers d'années. Bon, non seulement l'histoire des peuples est un grand mélange, mais les individus se mélangent aussi. Être français, c'est quoi? Être né en France? Ok, mais si les parents ou grands-parents sont d'origine étrangère, et pour être français de souche, faut-il que les 2 parents le soient, que les 4 grands-parents le soient? Jusqu'où remonter? Et où mettre la limite? Vous avez fait un peu votre test ADN, tout ça? Et vous êtes quoi? Pas de sang congoïde, Et ni autre, rien du tout. Non. Et vous êtes de quelle région? Bretagne? Bretagne, mais avec des origines espagnoles. En passant par l'Amérique latine, donc non. Ah oui. J'ai une grand-mère qui était de nationalité guatémaltèque. Ah d'accord. Donc votre grand-mère, parce que moi, mes grands-parents, moi, ils sont français. Ah oui? Ah oui. Français veut dire français de souche. Français. Ils sont français. Non mais français de Les Antilles. Alors moi, vous êtes plutôt, pour moi, un Martiniquais, avant d'être un congoïde. D'accord. Et en plus, je pense que vous n'êtes pas congoïde, que vous êtes un mélange de congoïde et de caucasoïde. Je suis noir. À mon avis, vous êtes un mélange. Si je me mets à côté de M. Delescluze, on voit bien que je suis noir. Je suis noir. Oui, mais vous êtes un mélange. Vous avez une moitié de semblant. Je vois pas le problème. Si vous dites que moi je suis pas de race noire, j'ai plein de bêtises, mais moi je vous garde. Excusez-moi. Vous êtes vachement assimilé, vous. Vous êtes vachement assimilé, je vous garde. Toutes les catégories sociales, hommes, femmes, français, européens, noirs, blancs, etc., sont floues. Même si on peut parfois dire qu'une personne appartient à l'une de ces catégories, les frontières entre les catégories sont floues. Les métis, sont-ils noirs ou blancs? Si vous êtes franco-suisse, vous êtes quand même français? Et si vous êtes franco-sénégalais? Les frontières entre les catégories sont floues. Parce qu'il y a des cas intermédiaires qu'on ne peut classer et parce qu'il n'y a pas une règle unique pour classer les gens dans ces catégories. Résultat des migrations et de l'histoire, la France, comme tous les pays, est aussi une famille de régions aux contours flous, avec parfois des coutumes, des langues diverses qui se sont alliées ou ont été intégrées, de gré ou de force. Comme toutes les familles, elle aurait pu être bien différente si l'histoire avait été tout autre.
Imaginons un peu les catégories sociales comme un paysage montagneux. On peut distinguer et nommer les sommets séparés, mais ils sont reliés par la terre, et on ne peut pas tracer une limite claire entre les deux montagnes. Le philosophe Ludwig Wittgenstein donnait l'exemple de la catégorie des jeux. Considérons par exemple les processus que nous nommons les jeux. J'entends les jeux de dames et d'échecs, de cartes, de balles, les compétitions sportives. Qu'est-ce qu'il aurait commun à tous? Ne dites pas, il faut que quelque chose leur soit commun, autrement il ne se nommerait pas jeu, mais voyez d'abord si quelque chose leur est commun. Car si vous le considérez, vous ne verrez sans doute pas ce qui leur serait commun à tous, mais vous verrez des analogies, des affinités, et vous en verrez toute une série. Comme je l'ai dit, ne pensez pas, mais voyez. Voyez par exemple les jeux sur damier avec leurs multiples affinités, puis passez aux jeux de cartes. Ici vous trouverez beaucoup de correspondances avec la classe précédente, beaucoup de traits communs disparaissent tandis que d'autres apparaissent. Si dès lors nous passons aux jeux de balles, il reste encore quelque chose de commun, mais beaucoup se perd. Tous ces jeux sont-ils divertissants? Comparez la marelle et les échecs. Ou bien y a-t-il en tous une façon de gagner et de perdre ou une compétition des joueurs? Songez aux patiences. Dans les jeux de balles, on gagne et on perd, mais quand un enfant lance la balle contre le mur et la rattrape, ce caractère se perd. Voyez quel rôle jouent l'adresse et la chance, et combien différentes l'adresse aux échecs et l'adresse au tennis. Songez maintenant aux jeux de ronde. Ici, il y a l'élément du divertissement, mais combien d'autres caractéristiques ont disparu? Et ainsi, nous pouvons parcourir beaucoup d'autres groupes de jeux, voir surgir et disparaître des analogies. Et tel sera le résultat de cette considération. Nous voyons un réseau complexe d'analogies qui s'entrecroisent et s'enveloppent les unes les autres, analogies d'ensemble comme de détails. Je ne puis caractériser mieux ces analogies que par le mot ressemblance de famille, car c'est de la sorte que s'entrecroisent et s'enveloppent les unes sur les autres les différentes ressemblances qui existent entre les différents membres d'une famille, la taille, les traits du visage, la couleur des yeux, la démarche, le tempérament, etc. Et je disais, les jeux constituent une famille. Si on suit les réseaux d'affinités décrits par Wittgenstein, être français ou européen, c'est faire partie d'une famille qui peut s'étendre à l'infini. Et non seulement donc les catégories sociales sont floues, mais chacune et chacun d'entre nous appartient à plusieurs catégories. Laquelle est la bonne? Einstein a dit un jour: si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis allemand, les Suisses que je suis citoyen suisse et les Français que je suis un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, les Français diront que je suis suisse, les Suisses que je suis allemand et les Allemands que je suis juif. Devant l'importance pour les national-socialistes de distinguer les Juifs des Allemands, un effort important de réflexion fut consacré à la définition formelle du Juif. Quoiqu'un Juif était initialement défini comme quiconque ayant au moins un grand-parent juif, les conséquences de cette définition pour une société où il existait un nombre substantiel de mariages mixtes fut d'inclure un nombre trop important de gens qui de surface semblaient allemands. La définition fut modifiée pour créer davantage de catégories. Une personne avec 2 parents juifs était indiscutablement juive, mais une personne avec un seul parent juif pouvait être juive ou allemande selon ses pratiques religieuses. 2 points sont intéressants. Premièrement, il y avait des objections à une telle définition, suivant l'argument que parmi les demi-juifs, les gènes sont notoirement dominants. Deuxièmement, alors que la définition génétique raciale était clairement discutable, l'hérédité ambiguë était résolue suivant un critère de volontariat, la pratique religieuse. Cette décision posait problème pour les Allemands qui, sans ancêtres juifs, avaient épousé la religion judaïque. Le problème avec cet exercice morbide était évidemment que le concept de juif était traité comme une catégorie biologique qui ne permettait pas vraiment d'entrée ou de sortie par volition. Bon, en résumé, être français ou européen de souche, ça veut juste dire être défini artificiellement dans une période très courte de temps, dans un mélange continuel de peuples. Et si l'histoire avait été à peine différente, il n'y aurait pas eu de Suisse, d'Espagne ou de France, mais bien d'autres pays. Surtout qu'il est très difficile de savoir si on est plutôt français ou non, plutôt européen ou non, vu qu'on ne peut pas fixer de limite entre les catégories. Et qu'il y a des cas intermédiaires. Donc les Français de souche ou les Européens de souche, ça n'existe pas. Et le grand remplacement, ce n'est que la suite du grand métissage de l'espèce humaine qui a toujours existé. Le grand remplacement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un processus où la vague migratoire tellement massive de millions et de millions de gens qui a commencé depuis des décennies et qui ne s'assimilent plus, c'est-à-dire qui n'incorporent plus dans leur ethos, dans leur inconscient, dans leur profonde culture, dans leurs mœurs, qui n'intègrent plus la culture française et qui vivent comme au pays, ça c'est ça le grand remplacement.
Ce métissage est simplement devenu accéléré de nos jours parce que le monde est devenu beaucoup plus petit, selon le temps qu'il faut pour le parcourir. C'est clair. Il a fallu 3 ans à Magellan au XVIe siècle pour faire son tour du monde, alors que maintenant il faut quoi, 3 jours? En plus, on entend toujours les mêmes dénoncer l'élite mondialisée qui serait hors sol, comme les tomates. Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Mais personne chez les humains n'est hors sol ou de souche. On est tous des mélanges, que ce soit récemment ou il y a plus longtemps. C'est juste qu'il y a des gens qui l'oublient ou qui font semblant de l'oublier pour nous faire croire le contraire. Finalement, être français, ce n'est pas d'être de telle ou telle souche ou de telle ou telle branche, c'est un sentiment d'appartenance et de valeurs partagées. Quelque chose que l'on peut avoir indépendamment de savoir où sont nés nos parents ou nous-mêmes. En fait, ce qui est relativement important pour moi, au-delà des frontières politiques de la France, c'est surtout le sentiment d'appartenance que l'on peut avoir à une nation. Parce que la France, c'est un État-nation. Et ce sentiment d'appartenance, il doit être, à mon avis, suffisamment fort pour qu'une intégration puisse se faire avec des composantes très diversifiées. Il y a des personnes qui ont des origines multiples, qui ont plusieurs nationalités. Comme moi, je suis française et j'ai également une autre nationalité. Je me sens française, je me sens européenne, mais je me sens aussi appartenir à la Suisse. Donc c'est vraiment ce sentiment d'appartenance qui va au-delà des frontières politiques, mais plus à une histoire et à des valeurs que l'on partage. On ne peut pas retenir cette définition si simple que les Français de souche sont, en tout cas à mon avis, sont ce non-métissage ou ce métissage particulier. C'est déjà tellement diversifié que ça n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens de le dire de cette manière-là.